bonsoir, c'est un vrai plaisir. C'est la dernière présentation que je ferai tout seul, puisque l'année prochaine, ma chère Corinne, je vais utiliser Copilote. Donc Axel, tu vas sans doute perdre ton job, parce qu'on on aura besoin de copilote et de rien d'autre. Mais rassure-toi, c'est pas ce que je crois, l'IA va créer plein de jobs. Alors, je ne savais pas si j'allais faire 80 slides ou 100 slides. Donc j'ai laissé faire Axel, et puis il en a fait 120. Donc on a beaucoup de choses à partager avec vous, mais sachez que quelque part, et je tiens à souligner ma chère Marie-Cécile Tardieu, ma chère Florence Ilty et les gens de Business France qui sont là, c'est un vrai bonheur de vous entendre depuis ce matin très tôt célébrer l'attractivité. Et c'est très difficile de venir après tout le monde. Et moi qui n'aime pas la répétition, je suis malheureusement censé vous dire qu'on va en avoir beaucoup. Alors il faut que je parle plus proche de cela. Donc on y va. Bon, vous la connaissez. Ça, c'est ma slide de dédicace à l'égard de mon cher Lermite. Marc, on ne peut pas ne pas être premier cette année, que ce soit clair. Donc tu fais ce que tu veux, tu déploies la magie qui va bien, tu travailles avec Marie-Cécile, mais j'en veux, allez, 1100, 1150. Comme toujours, tu vas m'en enlever 200 ou 300, mais on doit être devant les autres. Donc c'est absolument important. En fait, si vous réfléchissez bien sur ces 6-7 dernières années, on était un challenger et on est devenu un champion d'Europe. C'est comme le football, quand j'étais gamin, je regardais la Bundesliga et j'étais frustré des Français, et maintenant on est juste les meilleurs. Une fois que je vous ai dit ça, c'est très intéressant parce que la France a totalement changé de stature en matière d'attractivité. Et ce que je vais faire ce soir, puisque j'ai le temps, et je suis certain que Christophe aura quelques minutes de retard, c'est vraiment vous expliquer qu'on venait avec le doute, c'était en 2017-2018, on se posait la question de savoir si on allait continuer à être aussi attractif, en vous rappelant que pendant 2 ou 3 décennies, nous n'avons jamais été dans ce classement. Et en fait, on a vraiment consolidé cela et je crois vouloir ici rendre cela, non pas à Pascal Cagny, à Business France et autres, mais il faut rendre à César ce qui lui revient, c'est-à-dire au président Macron, car le leadership qu'on a, le monde nous l'envie. Alors je sais bien que seuls les Français l'ignorent, mais vous qui êtes des gens extrêmement éduqués et des Parisiens pour l'essentiel, vous savez que quand on le voit à la manœuvre, comme je l'ai encore vu lors d'un voyage en Suisse l'année dernière, ça change. J'y étais avec ma chère Sophie, ma nouvelle présidente des CCEF, et on voit qu'il fait une grande différence sur tout cela. Une fois qu'on a dit ça, le vrai sexe, c'est quand vous avez les Allemands qui vous disent, haut et fort, écrit par les Anglais qui sont toujours, mon cher Alain, toujours pessimistes, ils vous disent Why German bosses are heaping unexpected praise on France. Quand vous avez les Allemands qui praisent les Français et que les Anglais sont obligés de le reconnaître, vous savez qu'on est sur une bonne voie. Alors, une fois qu'on vous a dit ça, et l'année dernière, je vous montrais sans doute la slide où on dit qu'on sait qu'on a réussi lorsque les Anglais nous imitent, et ce qu'ils faisaient avec le fameux réunion de Windsor, où ils avaient essayé de dupliquer cela. Et il faut apprécier qu'on a fait tout cela, tous ensemble, sans reculer devant les difficultés, car certains pensaient que jamais on ne se remettrait de ces mots de Fox ou de CNBC qui comparaient la France ou Paris à Bagdad. Et donc malgré cela, on a un vrai succès et on a créé une marque, la marque France, illustrée par le sommet de Versailles, les 13 milliards d'investissements, et je reviendrai dessus, que l'on a fait depuis maintenant plus de l'année dernière et les 88 projets qu'on a eu en 8 années, en 7 années. Et donc cette marque aujourd'hui, j'espère que vous l'avez vu, il s'agit de la rendre encore plus iconique avec une campagne de marque. Et je vous invite tous, quel que vous soyez ou si vous pouvez, d'aller downloader en fait le logo et de reprendre cette marque, puisqu'on fait ça pour une idée très simple, c'est qu'on veut évidemment célébrer ces investisseurs que vous êtes et les dynamiques portées par le gouvernement, mais on veut aussi faire rayonner la France, là, juste avant les Jeux Olympiques, comme on a réussi à le faire avec la réussite de la Coupe du Monde de rugby. Donc je vous invite tous à colporter le message et à faire en sorte que cette marque qui est basée sur des égéries uniques et rares, très diverses, puisse être vue par le monde. Alors, une fois que je vous ai dit ça, il me faut aussi parler de l'agence que j'ai le privilège de présider maintenant depuis près de 6-7 ans, Business France. Vous rappelez que vous avez à vos côtés plus de 1443, je reconnais le chiffre parce que ça s'appelle dans le langage technocratique des ETP, employés à temps plein. Et donc, on en a 1443, une large majorité à l'international, qui servent là, avec notre réseau diplomatique,
les services économiques régionaux, mais aussi les chambres de commerce internationales que je tiens à saluer, les chambres de commerce locales et mes chers CCEF, Sophie, qui servent la cause de l'attractivité, et on a encore temps et plus à faire. On a un duo qui continue à réformer l'agence avec Laurent Saint-Martin, que je tiens à saluer, qui a pris le taureau par les cornes avec un comité exécutif pour pouvoir continuer à réformer cette agence. J'aimerais laisser comme legacy le fait qu'on a une des agences nationales, un EPIC, établissement public industriel et commercial, qui soit un rôle modèle pour les nombreux autres démembrements de l'administration que l'on a. Et alors je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais aller vous faire un petit peu mon report, non plus d'expérience ou de première arrivée, mais vous expliquer ce que faisait votre pingouin d'ambassadeur aux investissements internationaux. Si je l'ai dit, je vois Florence qui sourit. En gros, on structure nos choses et nos attractivités en 3 grades d'activité, du one-to-one, donc j'ai apparemment vu 350 entreprises en one-to-one, des interventions publiques et de la presse. Et une fois qu'on a dit ça, on a, avec le gouvernement qui est le vôtre, qui est le nôtre, une vraie présence au plus haut niveau. C'est ce qu'on fait lorsque on fait venir l'Inde le 14 juillet, partenaire stratégique qui a essentiellement aucun investissement en France digne de ce nom, et donc qui est un terrain totalement imberbe à conquérir. On le fait aussi avec les chaebols coréens lorsqu'ils viennent à l'Élysée et qu'on les reçoit, et qu'on suit cela lorsque Marie-Cécile retourne au Japon ou en Corée avec les équipes Business France. On le fait évidemment en Suisse, c'était la semaine dernière, où dans aujourd'hui une visite d'État, il n'y a pas un moment qui ne soit pas un moment avec les entreprises. On en avait plus de 7, avec un vrai entretien, avec l'objectif de chercher ces fameux investissements que vous voyez dans le prix de Choose France. On le fait aussi, et ça vous le savez moins, quand on approche des grands investisseurs. Il faut savoir que les temps longs jouent cela. C'est pour ça qu'avec les 7 années, c'était un petit peu le brief que Raymond Soubi et Christian Boineau m'avaient donné, on regarde derrière, on se rend compte que pour accrocher Temasek et faire en sorte qu'ils délivrent et qu'ils ouvrent un bureau à Paris, j'ai dû commencer par une présentation en mai 2018. Le réseau diplomatique s'y est mis pendant 3 ou 4 années. On les a reçus plusieurs fois et finalement, on va avoir une ouverture de bureau. Et là, j'en ai un nouveau en cible, c'est Investcorp, 50 milliards d'actifs sous gestion. Ils étaient à 15 milliards il y a 5 ans, ils vont être à 100 milliards dans quelques années et 0 investissement en France. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les voit d'abord chez eux, à Oman, on les retrouve à l'Élysée, on va briefer un petit peu les enfants de leur LP et on va s'assurer qu'ils puissent déployer du capital chez nous, puisque nous, à la différence des anglo-saxons, nous n'avons pas ces fameux fonds de pension, donc il faut bien trouver des substituts à cela. Une fois que je vous ai dit ça, on a aussi un vrai écosystème que vous représentez tous ici, dans vos grades et fonctions et qualités, comme dirait nombre de speakers. On a vraiment un travail d'équipe avec les chambres de commerce internationales, les CCEF, la French Tech, la French Fab, la French Touch maintenant, et vous, cette communauté rare, unique de patrons français, d'entreprises étrangères, qui est de plus en plus écoutés, comme tu le disais fort bien ce matin, mon cher Olivier. Donc tout cet amalgame fonctionne bien, et il faut bien reconnaître, moi qui venais de la tech, que lorsqu'on a pu parler de la French Tech en succès, en parlant par exemple de 25 unicorns qui étaient 25, non pas en 2025, mais en 2023, avec 2-3 années d'avance, ça a changé totalement la perspective sur le positionnement de la France. Hier, on était vu comme peut-être le pays de l'aérospatial, peut-être l'automobile, et clairement, on était sur les cosmétiques et l'art de vivre. Là, on a mis beaucoup plus de choses, et quelque chose d'extrêmement puissant, puisqu'on a réussi à le faire avec la logique de communauté et de mouvement. Donc sachez que la French Tech reste encore un mouvement fort, donc il faut se préoccuper de cette French Tech, et vous tous qui êtes dans des groupes corporate, rachetez-moi plus d'entreprises françaises, parce qu'aujourd'hui, la French Tech souffre. Elle souffre non seulement de la levée de fonds, mais des débouchés, de la monétisation, des investissements qui sont faits. Donc il faut que le monde corporate, ma chère Corinne, même chez Microsoft, sous réserve que tu ne prennes pas trop de souveraineté et que tu m'en laisses un peu ici, on veut que tu achètes des sociétés, que tu investisses dans nos startups, et je crois que vous l'avez déjà fait. Voilà. Alors une fois que je vous ai dit ça, et qu'on a passé 5 minutes, je crois, à s'amuser, je dois quand même vous parler des nouvel ordre mondial. Des psychos, Corée du Nord, Russie, et oui, Trump. Trump, qui va être la grande question de cette année à venir, comme vous l'a expliqué Dominique Moisy, qui a été remarquable comme toujours. Et donc dans cet nouvel ordre mondial, je crois qu'on peut dire que, ben voilà, c'est fini, quoi. Il ne faut plus être nostalgique. La mondialisation heureuse n'existe pas, n'existe plus. On a passé du gentil Fukuyama qu'on a reçu il y a quelques jours encore aux 70 ans de l'Express, et on est clairement dans le clash des civilisations.
Et s'il fallait, j'aimerais avoir une pensée pour eux, simplement se rappeler du 7 octobre et de ce qui se passe au moment même à quelques kilomètres de nos frontières. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle guerre froide. Le monde se polarise entre démocratie et autocratie. C'est une nouvelle ère de violence avec un enlisement des conflits, un extrémisme violent, une criminalité organisée. C'est aussi impensable il y a encore quelques années, l'Europe qui se réarme de manière massive, la France inclus. Quand j'ai fait l'IHEDN, c'était il y a 11-12 ans, 73e promotion, on avait un livre blanc où on était en décroissance sur le budget militaire. Aujourd'hui, vous êtes en fait en une vraie forte croissance. Il y a aussi ce clivage souvent qui est celui de Global South. Quand on discute avec les gens de Davos, qui sont une proxy de là où va le monde, ils vous parlent qu'ils vont laisser maintenant de la place au Global South. Et donc, on a un monde totalement différent de ce qu'il existait il y a juste 3 ou 4 ans. Et vous, juste vous rappeler sur ce dont va parler notre ministre préféré, Christophe Béchu, le climat a un coût de 2400 milliards par an pour le Sud, alors qu'ils sont encore à 40% de pauvreté, même si, grâce à cette fameuse mondialisation, on a sorti sur la décennie passée plus de 500 millions de gens de ce qu'on appelle la pauvreté. Alors, la mondialisation annonçait un nouvel ordre commercial, celui que j'ai pu incarner avec ce fameux iPhone. Je rappelle que là-dessus, vous avez des composants qui ont ensemble parcouru 800 000 kilomètres. Tout le coût des externalités de chacun de ces composants qui allaient de droite à gauche, comme le montre cette slide, totalement incompréhensible de mes amis du BCG, je l'ai mentionné, mon cher, généralement il me reproche de mentionner ses clients, ou ses clients, ses concurrents. Eh bien, c'est le monde montrait quand même qu'en gros, on était dans la recherche systématique d'avantages comparatifs. Ça, c'est fini, c'est plus possible. C'est plus possible parce que le monde est dominé par la rivalité sino-américaine, que le Frenchoring, ce terme que Hélène, la patronne de la Fed, a un petit peu inauguré, amorce un découplage très clair des USA avec la Chine, avec une relocalisation des chaînes de valeur. Bref, une longue phrase pour expliquer qu'on ne va plus produire de la même façon et qu'on va ramener cela plus proche de là où nous sommes, chez nos amis, ceux qui nous ouvrent les frontières et qui acceptent le free flow, c'est-à-dire la liberté de passage des matériaux et des personnes. Et puis, vous avez aussi un ordre fondé qui devait être, selon notre Pascal Lamy, sur des règles communes. Guess what? C'est une remise en cause régulière. Et alors, plutôt que d'en parler et d'avoir un statement, comme on le dit en anglais, vous regardez un petit peu la mesure de ça, vous vous rendez compte que le protectionnisme a fortement augmenté, avec un nombre de mesures protectionnisme prises depuis 2008 incroyablement plus fort. Et c'est le protectionnisme qui dit que moi, État, souverain, je commencerai à m'intéresser à des investissements étrangers à 20%. Puis de 20, on passe à 10, et de 10, on est à 1%, c'est ce que fait le Japon. Donc ça bouge, et derrière, qu'est-ce que ça crée? Ça crée plus de conflits d'accès au marché, avec une croissance de 4 fois depuis 2015, et 2 fois seulement en 3 ans. Ça, ce ne sont pas simplement des idées, des paroles, ce sont des statements ou des grandes statements faits sur des chiffres. Et vous voyez que là, effectivement, on est dans un monde différent. Il va falloir améliorer et anticiper les régulations et faire en sorte qu'on évite ces conflits pour qu'on puisse continuer à travailler. Puis il y a ce paradoxe qui est que notre plus grand investisseur, si je ne me trompe pas, Marie-Cécile, c'est 18%, les États-Unis, devient aussi notre plus grand concurrent lorsqu'il fait l'Inflation Reduction Act, dont on a parlé assez longuement aujourd'hui. Je crois que c'était Philippe Aguillon qui en parlait ce matin, avec 369 milliards. Alors, dans tout ça, l'Europe est sortie de la naïveté, on le sait, et puis on peut l'illustrer de multiples façons, mais c'est typiquement ce qu'on fait lorsque le Chips Act, les 43 milliards, avec une autonomie stratégique qu'on essaie d'avoir, et avec le propos de Moisy aussi, qui dit qu'il ne faut pas savoir trop abuser de la souveraineté, parce que sinon, on en perd totalement la maîtrise, et elle peut aller à contre-courant. C'est aussi, et ça c'est tout récent, le concept d'un Buy European Act. Et quand vous regardez ça, je reprends mon cher Dominique Moisy, il nous dit que maintenant l'Europe est une évidence. Donc il ne s'agit pas d'être pro ou contre, mais si on est contre, c'est qu'on n'a pas compris grand-chose et qu'on est clairement dans la spirale de mort. Donc il faut qu'on fasse l'Europe. Et donc vous, Français, nous, Français, nous devons appréhender cela beaucoup plus. Aujourd'hui, être député européen, c'est presque un lumpen prolétariat par rapport aux députés français qui est dans l'Assemblée nationale. Il faut qu'on change cela. Il faut qu'aujourd'hui, les forces vives de la nation les plus douées aient envie de devenir européens, ne pensent pas que le terme lobby ou government affairs ce soit une tare, et qu'on soit à Bruxelles, au diapason des Allemands, pour pouvoir dicter une vision de l'Europe et de nos valeurs. Et Dieu sait si on a un décalage énorme sur le sujet.
Et là, sachez quand même que notre management, ou du moins notre leadership, notre président, a absolument conscience, il l'a dit encore et fort en Suisse la semaine dernière, qu'il y a un risque que nous soyons le continent qui régule le plus et qui dès lors puisse tuer l'innovation. Donc trouver ce juste équilibre, comme le disait d'ailleurs Marc Lermite ce matin, c'est vraiment ce qui doit être le motto de tous au global. Et vous, patrons d'entreprise, vous savez qu'on a ces mesures qui arrivent de l'Europe avec une transposition souvent pas adéquate en France, qui challenge un petit peu notre façon de faire. Donc un nouvel ordre mondial, après avoir dit qu'on était grand, beau, fort, qu'on avait réussi, ce qui est clair et évident aujourd'hui, il faut juste comprendre que le monde a changé. Donc une dualité Chine-US, une refonte radicale du commerce international, l'avantage comparatif à tout prix qui ne suffit plus, une concurrence aussi venue de notre principal investisseur, on est en coopétition avec nos amis américains, et une Europe qui est sortie de la naïveté, mais qui doit trouver encore son juste mode opératoire. Alors je me rappelle de cette photo que dans mes équipes Apple on connaissait très bien, c'est que l'insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Donc en gros, on sait que ce qui a fonctionné hier sur l'attractivité ne sera pas un gage de succès pour le futur. Donc il faut qu'on y réfléchisse de manière absolument fondamentale. Alors aujourd'hui, j'arrive à la fin, vous êtes fatigués, je vous divertis presque en bon CEO, Chief Entertainment Officer que j'ai toujours été, mais il n'en reste pas moins qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire. D'abord, il faut que vous reconnaissiez qui nous sommes et qui vous êtes. Nous avons des atouts exceptionnels. Cet article-là, Beneath France Revolt, Hidden Success, a été un énorme succès. Et moi, je vois ça très modestement quand je fais un LinkedIn ou quand les équipes de Business France font un LinkedIn et qu'on franchit la barre des 150-200 000. C'était en plein été, on n'a pas compris ce qui s'est passé. On a donc un monde qui a besoin d'avoir de bonnes nouvelles et de reconnaître cela. C'est aussi une puissance engagée dans la voie compte. Puissance nucléaire, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une puissance déployée dans le monde entier. J'ai appris de mon passage à l'IHEDN qu'on était à un moment donné toujours dans plus de 100 à 150 territoires d'OPEX, en fait d'opérations militaires. Et c'est une force potentiellement, mais ça a aussi un coût. Mais il faut en faire une force. Une force d'entraînement sur les sujets climatiques. Je ne vous reviens pas sur, on voit notre cher Fabius, sur l'accord de Paris. Et on a eu un agenda pro-business qui a été tellement répété que je ne vous le commenterai pas, avec 7 ans de réformes interrompues et surtout un sens de l'accélération comme jamais. Vous avez vu aujourd'hui que mon ministre Le Maire, mais aussi notre président, a parlé de la réforme. Et je les vois ici et là avec les équipes de Business France continuellement vouloir parler de la réforme. Donc ce qu'il faut, c'est pas accélérer, c'est pas ralentir, c'est accélérer. Et qu'on ne me dise pas qu'on n'est pas capable de le faire parce qu'on doit le faire. Un État stratège qui soutient financièrement l'innovation, deep tech, industrie, décarbonation, formation, avec ce plan 54 milliards dont on vous a sans doute déjà beaucoup parlé aujourd'hui, la moitié sur la décarbonation, l'autre moitié sur l'innovation, et qui, pour une fois, moi qui regardais ça avec quelques craintes, semble fonctionner. On a déployé très vite de l'argent et sur des projets dont pour l'essentiel, ils vont arriver à du brevet, de l'IP ou contrairement des entreprises. Une stratégie d'industrialisation affirmée, mais on est au-delà du discours, on est maintenant dans clairement des résultats. 80 usines, 40 000 emplois. Je vous rappelle simplement que depuis 80, la classe politique qui a été la nôtre avait quand même réussi à faire perdre 2 millions d'emplois et de perdre 10% du PIB sur l'industrie. Vous savez, c'est le fameux faiblesse. Facile après coup de montrer le doigt. Vous, moi, on en faisait partie. Mais il n'en reste pas moins qu'on doit avoir un sens de l'urgence comme jamais. Et je crois qu'on fait le taf sur ce sujet-là. Amplifié par la loi Industrie verte, là aussi, elle est en cours de discussion. Je suis certain que notre ministre Béchu en parlera de manière concrète. Mais on a la logique présentée le 17 mai de diviser par 2 les délais d'implantation de 18 à 9 mois. Et ça se fait réellement. On change de process. Et si vous n'avez pas cette expérience-là, dites-le nous, à nous tous, pour qu'on puisse challenger les choses. Le crédit d'impôt vert, on apprend des ricains en se disant qu'on ne va pas encore faire quelque chose de très compliqué, mais on va essayer de faire en sorte qu'on vous donne de l'argent tout de suite aux entreprises pour y arriver. La commande publique verte, on va parler, il en reparlera à Christophe, et les ingénieurs qu'il faut former. Donc l'un dans l'autre, on a une claire volonté de maîtrise des chaînes de valeur stratégiques, et ça a été démontré dans le secteur de l'électronique avec ce qu'on a vu sur STM électronique et la grande annonce de Global Foundry, où à l'époque, à Choose France, on parlait de 2,3, et vous verrez, je crois que j'ai une slide là-dessus, c'est d'ailleurs la slide d'après, on parle en fait de 7,5 milliards qui ont été déployés pour pouvoir répondre et s'assurer d'une forme de souveraineté sur ce sujet-là.
C'est aussi un autre exemple dans la santé avec ce que fait au moment même où je vous parle le président de la République en étant à Novo Nordisk. J'étais déjà avec Franck Riester, c'était il y a 3 ans. C'est un investissement de plus de 2,1 milliards, 500 jobs créés en faisant de ce centre qui est à Chartres un vrai investissement. J'ai du temps ou j'ai pas eu du temps? J'ai du temps. Ils sont en train de m'expliquer que le ministre va prendre beaucoup de temps. Alors je vais aller plus doucement, comme ça vous allez mieux comprendre encore. Hein, ça va être très bien. C'est aussi l'avantage compétitif sur l'énergie. J'ai du mal à y croire et j'ai demandé 3 fois à Axel, avec les équipes de Business France, Marie-Cécile, de vérifier ça. Mais oui, on a un prix inférieur de 35% à la moyenne européenne. Ce sont les fameux 130 € au mégawatt avec le fameux tarif ARENH. Et il y a encore discussion sur savoir si on passe de 43 à 75 pour pouvoir assurer cela. Mais l'un dans l'autre, je crois qu'enfin, après avoir vu notre cher ancien patron de l'EDF démontrer qu'on avait fait quelques bêtises dans le passé, on va arriver à tirer parti de l'investissement de 2 générations sur le nucléaire qui ont été pour l'essentiel toutes remises en marche. C'est aussi l'ambition de devenir un leader des technologies vertes avec l'excellent événement Change Nord, monsieur Jean-Baptiste Lauro, le plus gros événement qu'on veut faire, un peu comme la French Tech Vivatech, ce dont je vous avais montré. Puis il se rend compte que déjà, comme toujours, nos jeunes gars là, la French Tech bouge très vite. Plus de 20% des levées de fonds se font sur la clean tech. On ne parle plus de place de marché, on ne parle plus ou moins de fintech, on parle aussi de clean tech, d'IA et autres. Donc bonjour Mariana, Mariana, je vous présente Mariana Caillot, qui est la conseillère du ministre et qui vient de nous expliquer que finalement il n'est pas si loin, c'est ça? Dans 15 minutes. Alors maintenant il m'explique que je vais aller plus long, eh bien non, je vais prendre mon temps. On y va. C'est la 4e place sur l'ESG avec le critère montant d'attractivité. Quand on interview, comme le fait très bien le fameux baromètre AmCham avec Bain, je fais un grand compliment à Bain et à Olivier Marchal qui ne m'écoute pas, ce fameux baromètre montre que l'attractivité, pour être réelle, doit aussi intégrer les critères de l'ESG. Et on a un bilan de talents exceptionnel, vous connaissez les chiffres, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de ce qu'on appelle après le bac, on a réussi à mettre des vraies écoles, je crois qu'on l'a enlevé la slide. Donc j'avais quelques écoles, c'est l'école de la batterie, l'école du quantique, où on essaie de former les professionnels de demain. Et pourquoi on le fait? Parce qu'avec l'IA générative, la France a pris un tournant fort. Au-delà de Mistral et de l'anecdote des 100 millions levés sur 3 pages et qui commencent à livrer, vous avez vraiment un savoir-faire reconnu par le monde entier. Et ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, il y a un effort de formation aussi plus global, avec l'école de la batterie, le projet Quant et les écoles de production. On crée des milliers de jeunes pour pouvoir remplir nos usines et s'assurer que, par exemple, la vallée de la batterie dans le nord-est, dans le nord-ouest de la France, puisse délivrer ses promesses. Alors, il faut aussi se rappeler, et je suis heureux de vous le redire, qu'on a un crédit d'impôt recherche très fort, très coûteux, 5 à 6 milliards pour la communauté nationale chaque année, mais que le président s'évertue chaque fois à redire, tant qu'il sera là, on ne remettra pas en cause le crédit d'impôt recherche. Philippe Agon ce matin disait encore qu'on pourrait donner des amendements ici et là, c'est sans doute sain et naturel, mais on reste sur le crédit d'impôt recherche qui est extrêmement important, 28 000 bénéficiaires, 24 300 bénéficiaires. Donc au global, on a une position enviable, un monde qui change, et on a donc des avantages compétitifs extrêmement forts, une cohérence et continuité de l'action publique, une réindustrialisation qui est portée par l'État, un formidable avantage compétitif sur l'énergie, des technologies vertes avec l'ambition d'un leadership européen et le talent, le vivier que toute la journée, les différents intervenants ont souligné. Alors la question maintenant, c'est que quand on fait ça, what's next? What's next pour vous? Sachez que vous êtes entendus, on commence à structurer cela. Si vous êtes bon et que ne racontez pas trop de blablabla et des lieux communs, la puissance publique vous écoute. Et puis je vous rappelle, comme je vous le disais fin septembre, début août, qu'il faut absolument reconnaître qu'aujourd'hui, le pouvoir a bougé de l'exécutif vers le législatif et donc il faut parler à non pas un, mais à plusieurs députés, députés ici, députés à l'Europe, pour pouvoir faire valoir vos points qui sont souvent pertinents. Donc nos prochaines batailles, ce sera donc de pouvoir engager de nouveaux chantiers pour l'attractivité. Et j'aimerais donc simplement vous les résumer avant de conclure, dans 3, 4, 5 minutes, mais je suis heureux de prendre des questions s'il le fallait. Il faut poursuivre la baisse des impôts de production, c'est un must. Après quelques tergiversations sur ce thème au moment, avec le MEDEF début septembre, on sait qu'il faut continuer cela parce qu'on a encore un vrai delta, et je souligne dès que je le peux, avec les autres pays.
Il faut aussi transposer beaucoup plus rapidement ce qu'on peut considérer des avancées législatives en publiant les décrets d'application sur la reconnaissance du système de durabilité français, sur les contrats de vente directe d'énergie à bas carbone à long terme, sur les délais d'installation des implantations, les 18 à 9 mois dont je vous parlais, ou sur les zones d'accélération pour les projets de production d'énergie renouvelable. Et là, j'aimerais vous rappeler qu'on fait l'objet d'une vraie réorganisation des services de l'État pour honorer la promesse du président du 13 mai de 18 à 9 mois et pour trouver ces 20 000 hectares de foncier productif qui, comme le notait Marc Lermite, est encore une des vraies question marks quand vous êtes un investisseur et un board et que vous veniez en Europe. Derrière cela, je vais vous donner deux exemples que j'ai vécu live, si je puis dire, c'était la semaine dernière avec Givaudan, qui est un acteur important, suisse, mais qui nous disait que tout d'un coup, une directive européenne lui montrait que quelques ingrédients qu'il mettait à hauteur de 0,02, 0,3, 0,4% dans ses produits étaient devenus des produits dangereux et que de fait, toute la chaîne de production était actée par ça. Il n'avait pas vu le coup venir, ça a créé des problèmes de logistique. Même chose chez Tetra Pak, qui dit que lui, il souhaiterait qu'on traite finalement ces briques de lait qui est essentiellement focalisé sur les produits périssables, de la même façon que les bouteilles en plastique, et qu'on ait un taux de collecte similaire. Donc là, il faut que vous tous, patrons d'entreprise, allez au front, chez les députés français et les députés européens, et réexpliquer pourquoi, quelquefois, de bonnes idées sur le papier ne fonctionnent pas dans la réalité, même si elles viennent avec les meilleures intentions. Donc le savoir-faire qui sera le vôtre et le nôtre sur l'attractivité, c'est pouvoir rassurer les investisseurs et les gens qui réorientent le capital qu'on a une aptitude rare et unique à gérer, anticiper ces points-là. C'est aussi jouer le jeu de l'inflation sur les prix. Et vous savez maintenant que « if you don't behave, you will be named and shamed ». C'est vous, dans les secteurs de la grande consommation, qui en avez fait l'objet. Je sais que ça a été pénible, mais c'est les règles du jeu entre l'exécutif et vous, les acteurs. Donc, au global, vous êtes tous des ambassadeurs de la France. Je n'ai été que une piètre expression de cela. Vous êtes bien plus important quand vous allez voir vos headquarters et autres. Donc faites en sorte de vous continuer à expliquer une vraie renaissance française. Je vous rappelle que la France, depuis 3 ou 4 ans, a une croissance de son PIB qui est au-delà de la moyenne européenne, ce qui n'était pas arrivé pendant 3 décennies. Donc c'est un fait, c'est indéniable. Vous pouvez être macroniste ou non, vous pouvez être simplement indépendant et sensé. Et là, vous pouvez même leur expliquer qu'on a ravi à Londres la place de la première bourse européenne. Moi qui ai vécu 15 ans à Londres, c'est du bonheur tout pur de pouvoir utiliser cela. C'est aussi démontrer que l'activité de la place de Paris, c'est quand JP Morgan décide de faire son International Counseling Client ici à Paris. C'est lorsqu'on a des événements de la taille de Vivatech, le plus grand salon tech en Europe, le Paris Air Show, où je suis allé pour la première fois, où il faut bien se rendre compte qu'on a, je crois, 300 000 visiteurs au global. Et c'est aussi, finalement, avoir cet objectif commun, celui de vouloir être, je ne sais pas si ce sera la première économie globale, mais la première économie décarbonée d'Europe en 2050. Si tous ensemble, vous, entreprises internationales, partagez et utilisez ce point-là, on pourrait être très bien. On pourra continuer l'histoire qu'on est en train d'écrire tous ensemble. Alors, j'ai besoin de vous tout de suite, mon cher Alain, retrouvez dans vos fonds de tiroir comment vous allez me trouver 50 millions, 100 millions, 50 jobs, 500 jobs, pour pouvoir faire partie de la liste rare, une sorte de scorecard, qui sera celle qu'on publiera le 13 mai 2024, pour les Agences Choose France, et qui en fait cristallise ce leadership, et cela à la veille des Jeux Olympiques qui commencent, je vous le rappelle, le 21 juillet. Donc j'ai besoin de vous, revenez chez nous, chez Business France, essayez de faire cela. Merci mon cher Christian, il arrive, mais il n'y a pas de stress, la vie est belle. Et donc... peaufine ta conclusion. Et donc, en gros, je redis ma conclusion, et donc je vais pas redire la conclusion, je vais passer la main à mon cher ministre, un ministre que j'ai eu l'opportunité, l'occasion de pratiquer, puisque j'ai eu le privilège de créer 3000 jobs en Anjou, et qu'il est le maire d'Angers avant d'être le ministre de la cohésion territoire. Et comme j'ai lu le discours qu'il va vous faire, je vais lui dire d'envoyer le premier paragraphe, puisque je suis en train de vous le faire. Il a une vraie expérience du verre. Je vous invite tous d'ailleurs à venir en Anjou découvrir la douceur angevine, où je retourne ce week-end pour de mauvaises raisons, mais faire en sorte qu'avec un ministre qui est, lui, un amoureux de l'entreprise, comme il va vous le dire, je suis en train de déflorer totalement son sujet, on va pouvoir parler d'économie verte. Donc, plus sérieusement,
Je tiens d'abord à vous remercier tous, parce que c'est aussi mon rôle. Sachez que faire et avoir cette fonction est un privilège rare. J'aimerais saluer ici, et que je vais vous faire vous réveiller un petit peu, vous voyez un big round of applause, mon ami Marshall, Olivier, parce que depuis des années, il est mon compère sur cette affaire-là, avec Christian Boineau et d'autres. Et donc, j'aimerais que vous souligniez le travail et la persévérance de Olivier avec un big round of applause, c'est-à-dire beaucoup d'applaudissements. J'aimerais qu'il se lève. J'aimerais qu'il se lève, qu'on fasse une photo. Voilà. Et alors, la question, là, c'est de savoir si... encore un round of applause. Allez, j'en ai utilisé un round of applause encore. Encore, allez, on y va. Bon, allez. Discours du ministre, on a quelques échéances fortes. On a d'abord je vous ai parlé du mois de mai 2024. On sera aussi présent à Davos. On a le classement Marie-Cécile avec nos amis de chez EY qui devrait conforter notre leadership. Nous, on sortira notre rapport bilan Invest. Et donc, revenez vers nous pour avoir quelques projets. Je n'ai plus rien à vous dire, si ce n'est de vous remercier encore, de regarder ce bel élément. Amélie, 13 000 € qu'il faut donner à la Chambre de commerce franco-américaine. Chez Mondelez, ils sont un peu cheap, ils ne veulent pas donner ça. Comme chez Apple, je ne donnais jamais d'argent à toutes ces institutions, mais maintenant, j'ai changé de bord, donc il faut donner de l'argent. Donc voilà. Sur ce, je n'ai plus rien d'intelligent à dire, je peux vous parler de plein de choses encore. Et donc, il est là ou il n'est pas là, mon cher Christophe? Il n'est pas là. Alors, vous savez quoi? Vous allez me passer une ou deux questions, un peu dures. Qui veut passer une question? Une question. Ma chère Doris, tu as une question, bravo. L'Allemagne, Handelsblatt, qui nous dit qu'on est grand, beau, fort et intelligent. Économiste qui, vraiment, c'est exceptionnel. J'espère que tu es fier de toi. Très fière, et je suis surtout fière de toi, comment tu vas gérer le temps qu'il... Mais passe-moi une question alors. Pascal Perzo, une question. Je vois tous des amis de la salle là. Quelle va être la nouveauté Coach France? Quelle va être La nouveauté Coach France, qu'est-ce qui va être différent? Qu'est-ce que quand même attirer toujours ces CEO? On a une queue incroyable sur le Choose France. On a tous les parasites qui veulent venir et qu'on ne veut pas qu'ils arrivent, Marie-Cécile. Et on a surtout des vrais CIO qui ont hâte de venir voir ce qui se passe en France. Je pense que l'agenda, d'abord, la situation géopolitique pourra donner une raison au président de s'exprimer. Et Dieu sait si il est difficile. Comprendre si oui ou non il y aura cette transition verte et à quel coût et à quelle vitesse. Et je crois que la loi industrie verte et ce que va vous raconter notre ministre préféré, mon ministre préféré, Christophe Béchu, est important. Il va aussi avoir, et on pense qu'on va mettre une emphase beaucoup sur la transition verte à ce stade. On pense aussi que l'intelligence artificielle ne peut pas être hors de l'agenda. Et là, on cherche notre voie, comme on l'a vu dans cette très belle table ronde. Donc voilà le thème. Mais la qualité, et vous tous qui êtes quelque part les Sherpas de vos patrons CIO, il est très important que vous puissiez mobiliser cela. J'ai besoin de plus de projets parce que faire 13 milliards, ça va être très difficile, mais je ne peux pas faire 100 millions. Donc il faut qu'avec Victoire Vandeville, notre conseil à l'attractivité, on puisse délivrer sur cette promesse. Sur ce, mon ministre est là. Et donc j'invite Christophe Béchu avec une levée d'applaudissements rare et unique à venir sur scène. Il se lave les mains. Jusqu'à la fin du lavage de main. Que faire, que dire, où aller. Et tiens, je tiens à souligner mon cher Denis Zervuaki, qui a créé les États de la France, qui est là pour m'observer et me faire des critiques positives. Un big round of applause. Et il me disait ce matin qu'on n'a pas réussi à avoir le président et qu'on n'a pas réussi à avoir Dussopt, qui a annulé la dernière minute, que c'était une connerie d'ailleurs. Mais finalement, on s'en est bien sorti. Vous avez eu de très belles présentations. Et Christophe monsieur le ministre Christophe Béchu, va absolument remplacer cela. Mais j'espère qu'il se lave les mains très très vite. C'est la première fois dans ma vie que je joue le rôle de chauffeur, bref, de salle. Mais vous m'avez l'air assez guilleret ce soir, heureux, simple. C'est bien. Donc, on a quelques vrais sujets. Toujours pas de questions sur le verre, non? Non, pas de verre? Sophie? Et alors là, on se pose la question, on regarde à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux sur ce beau séminaire? On peut avoir... Les ministres, ça vous sert ou non? Un ou deux ministres? Pascal, merci.
Ravie d'être là dans ce lieu. C'est toujours émouvant de se retrouver dans cet amphithéâtre. Je suis très heureux d'être là. Effectivement, je suis un grand fidèle des États de la France. L'accord de Paris, c'est plutôt la mise en route de la direction de l'économie mondiale vers une économie décarbonée. Quels sont les atouts de la France dans ce domaine? On se doute et on devine que sur le plan numérique, on n'a pas des atouts extraordinaires. On va retrouver sur place au CESE notre journaliste Charlotte Guerre. À ses côtés, Raymond Soubi. L'attractivité de la France suppose que la France soit capable de donner des réponses positives sans drame. Et donc ce qu'on doit faire, c'est diminuer notre empreinte carbone tout en continuant à garder le même niveau de vie. Le modèle d'hypermondialisation n'est plus soutenable, où on avait des composants qui parcouraient jusqu'à 800 000 km. Mais globalement, sur le plan de l'attractivité, la France se sort quand même bien de la mauvaise passe que le monde vient de traverser. En mettant en place le fonds de solidarité, tous ces choix aujourd'hui, tout le monde dit « Ah mais c'était bien normal, monsieur le maire. Tout le monde aurait fait la même chose à votre place. » J'en suis pas certain. Avoir des centres de décision dans notre pays, c'est garantir aussi des arbitrages qui sont favorables au tissu productif français. C'est un élément du combat que nous menons tous et toutes dans cette salle. Alors, le ministre vient de nous y inviter. Nous allons maintenant nous mettre au travail.